Rétrologie, nous sommes aujourd'hui, on va prendre une petite capsule, on va remonter le temps, on va remonter 20 ans exactement en arrière, parce qu'on est en 2012, on va remonter 20 ans en arrière, on est en 1992. Que s'est-il passé en 1992, Stéphane ? Plein de choses. Pour replonger dans l'époque, on va se rappeler, se remémorer qu'on a eu malheureusement la guerre de Bosnie-Herzégovine en 1992. Ouais, il n'y a pas plus marrant. Il y a vraiment plus marrant parce que justement, on va enchaîner sur beaucoup plus marrant. C'est l'ouverture du parc Euro Disney à Marne-la-Vallée. Voilà. Également. Ça c'est vraiment marrant. Ça, c'est super, drôle. super. Ouais, c'est super drôle. Alors autre chose un peu moins marrante, la signature du traité de Maastricht. Oui. Un peu plus marrant, le sommet de la Terre, le premier sommet de la Terre qui a eu lieu à Rio de Janeiro en 1992 toujours. Et alors la mise en place du système GPS qui nous est très utile à l'heure actuelle. Surtout pour ceux qui ne savent pas lire une carte, qui n'ont pas été scouts comme certains. C'est ça, qui a démarré avec 16 satellites autour de la planète. Oh, wow. Tout à fait. Et puis alors, notre cher Dirk Frémouth qui est allé dans l'espace, le vol du 24 mars au 2 avril 1992. Dirk Frémouth, notre fameux Dirk Frémouth. Et en 92, je me souviens, parce que notre invité aujourd'hui fête ses 20 ans de venue en Belgique. Notre invité aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'il est arrivé en Belgique, le pauvre. Le pauvre, il est arrivé dans des conditions, je vous raconte que ça, voilà. Il est avec nous, c'est Binji. Vincenzo, tu es avec nous. Voilà, bonsoir Philippe. Bonsoir et bon anniversaire aussi. Hein. Merci. 20 ans que tu es ici, en 1992. Moi, je me souviens avoir fait une soirée au Palace qui s'appelait la Dirk Frémouth Space Party, où avec un ami on avait fait des décos de fou, quoi. On avait essayé de faire ça. On a eu quelques emmerdes quand même parce qu'on pouvait pas utiliser le nom Dirk Frémouth comme on voulait, mais on était quand même, on l'a quand même fait. On a fait comme des punks. Et donc en 1992, qui arrive un Italien. Qui arrive comme ça, invité par un autre Italien déjà depuis quelques temps à la chapelle, qui s'appelle évidemment Stefano Paganelli et qui va marquer quand même une histoire, non ? Bien sûr. Dans cette ville, hein, voilà. Et comment est-ce que tu as rencontré, comment est-ce que tu es venu ici, comment est-ce que tu as rencontré, parce que je vois ici sur ma fiche évidemment, c'est avec en raison de contacts répétés avec Stefano Paganelli à l'université de Teramo. Oui, en fait, c'est Stefano, il était ces moments-là résident dans la ville de Teramo et organisait des soirées dans une boîte qui s'appelait ces moments-là le Shekido. Et il faisait des soirées universitaires. Donc les jeudis, c'était des jeudis universitaires. Et à un moment donné, je suis contacté par lui parce que tellement pris pour toute une série de problèmes à niveau des relations publiques qu'il fallait malgré tout faire pour que certains genres de soirées ça marche. Et avait eu l'exigence de trouver quelqu'un qui puisse le remplacer derrière la console. Autant que lui puisse faire son Jean Valjean dans la salle. C'était un peu ça. Et on s'est connus par hasard dans une boîte où j'ai travaillé à ce moment-là pour la saison estivale sur la côte adriatique qui s'appelle île Why Not. Et je suis contacté par Stefano pour travailler le jeudi. Et là, ça commence une histoire d'amitié, de pseudo-rivalité aussi. Qui a fait que se multiplier et mettre un petit peu d'essence sur le feu pour toute une série de projets qui ont abouti dans le futur. Jusqu'à le moment même que lui, un jour, il m'a pratiquement confié les clés de cette boîte parce qu'elle allait partir en Belgique. Voilà, elle est partie en Belgique. Donc tu as commencé en 1990 ? Oui, avec Stefano, oui. Voilà, et puis aussi avec Double D. Oui, oui. Beat aside. It's a beat. Voilà, it's a beat. Voilà, oui, it's a beat, c'était effectivement. Like the Wind. Voilà, c'était ce moment-là, la reprise du morceau de Christopher Cross. Oui, fabuleux Christopher Cross, un bon bouclé. Il paraît que ces morceaux-là, même s'ils n'ont jamais reçu des remerciements officiels, malgré tout, c'était une cover, mais Christopher Cross a pu payer son divorce de sa deuxième femme. Bon, voilà une belle anecdote. Voilà, une belle anecdote. Et
Oui, c'était Giovanni Chinaglia et la voix superbe de Carlo Fanini. To be free again. C'était des collègues qui, bon, soi-disant, ont travaillé dans des boîtes un petit peu concurrentes, quoi. Et eux, ces moments-là, ils étaient un petit peu plus avancés par rapport à moi. Moi, je venais de commencer ces moments-là à me dédier les premières productions, donc l'achat d'un sampleur, que malgré tout, ces moments-là, c'était quand même un investissement. C'est un gros investissement. Oui, Ton premier sampler, c'était quelle marque en fait? Mon tout premier sampler, c'était Anakai. Anakai. Ouais. Anakai. J'ai eu un Anakai 7000, que c'était vraiment à jouer. Oui. Et après, j'ai passé tout de suite au 950, et le 950 au 1000. Après, il y en a eu plein d'autres. Il y a eu maintenant, voilà, on a des softwares qui marchent par ordinateur, donc on n'en parle plus vraiment. Mais dans mon studio, il y a toujours Anakai. On s'écoutait Side Beat, pourquoi? Bien sûr, en plus il est sorti en 1992. Voilà, on s'écoute. Ride Like the Wind. I've got
Vincenzo est avec nous sommes en 1992 pour Rétrologie. Le garçon, il débarque en Belgique, il se demande dans quel monde de fou il est arrivé, parce qu'en fait, voilà, à l'époque, il y a Toto le héros, voilà, qui nous gagne un truc quand même. Le César du meilleur film étranger quand même, de voilà. Jaco van Dormael. Jaco van Dormael, qui nous a fait Le 8e jour également. Et puis alors il y a un film complètement dingue, c'est arrivé près de chez vous. Voilà. Oui. Un film complètement dingue. Et ça va te plonger dans l'univers belge, parce que toi tu nous viens d'Italie, oui. où les choses sont complètement différentes, où il fait beaucoup moins gris, il fait beaucoup plus bleu, le ciel est complètement bleu. Je pense que tu manges beaucoup plus de poissons qu'ici. C'est vrai. Ça aussi. Et où la musique devait être vachement différente. La musique est complètement différente parce que les gens sont beaucoup plus détendus, c'est une ville beaucoup moins ouvrière, une ville de touristes. De touristes, de pêcheurs et de pêcheurs aussi. C'est une ville de pêcheurs et c'est une ville de touristes aussi. C'est une petite station touristique où il y a malgré tout pas mal de Belges qui viennent en vacances chez moi. Plus du côté flamand que du côté wallon. Oh, c'est vrai ? Oui. Ah bon, ouais. Mais oui, je ne rencontrais pas mal. Ça m'a déjà arrivé, en tout cas il y a des années d'ici, d'être reconnu parmi les 10 jockeys de la chapelle chez moi. Ah oui, ah oui. Ça m'avait fait très très drôle. Pas mal. Donc tu débarques ici à Liège et qu'est-ce qui te passe à la tête ? Est-ce que tu te dis aïe aïe aïe, qu'est-ce que je viens de foutre là ? C'est vrai que l'impact en lui-même c'était assez dur, si on peut le dire, malgré les relations avec les gens, donc le bon accueil. Les Belges, les Liégeois, même pour toute une série de choses, et je me suis senti quand même malgré tout de suite chez moi. C'est pour ça la preuve quand même que ça fait maintenant 20 ans que je suis encore... Donc c'est Stefano Paganelli qui t'a fait découvrir la Belgique. Oui, c'était Stefano. Comment c'est arrivé ? C'était sur un coup de téléphone que de temps en temps je lui faisais pour savoir un petit peu comment ça allait ici à Liège. On était encore en Italie, on s'est tenu en contact. Et il y a eu une histoire, vu que, si je peux le dire, malgré personne est prophète dans sa propre patrie. Tout à fait. Moi, à San Benedetto, je l'étais un petit peu. J'étais un disjockey assez connu. J'ai travaillé dans la meilleure boîte de la zone. Mais j'avais envie d'avancer dans mon métier. Et surtout de me dédier de plus en plus à la production musicale, que ces moments-là, pour moi, il représentait un petit peu le futur. Et c'est dingue maintenant de dire que j'ai 43 ans et je fais encore du jockey. Oui. Mais... Merci pour moi, que 44. Mais donc moi j'ai envisagé clairement mon futur de me dédier simplement à la production. Et c'était justement Stefano qui, à ce moment-là, déjà installé à Liège, qui me propose effectivement de venir en Belgique pour travailler dans ce label et de me occuper d'un label à lui bien précise. Donc un sous-label en fait. Oui, un sous-label. C'est SPM voilà, donc le label, effectivement, c'était SPM Dance Division et il y avait des sous-labels comme Trance Progressive et House Factory. Et House Factory, c'était justement le label à moi destiné pour ce style de musique bien précise que ces moments-là en Belgique était vraiment en avance avec les temps. Et à ce moment-là, vous êtes pas mal d'Italiens, parce qu'on a notamment des gens comme Alien Signal aussi, ou des gens comme Alex Sylvie. Il y a aussi un garçon qu'on va retrouver, parce que à ce moment-là, il y a un film qui sort qui s'appelle Basic Instinct, et qui est quand même le disjockey de là où on a tourné le film. Oui. C'est Mixmaster. Constantino Mixmaster. Voilà, Constantino. Tout à fait. Qui était le disjockey officiel, qui était quand même... génial. Oui, qui était très génial. D'ailleurs, je ne sais pas si nous écoute via internet. Ciao Tino. Qui est quand même un type extraordinaire. Quand même. Tu te rappelles du morceau Mixmaster? Tu te rappelles le morceau Mixmaster? In the Mix. In the Mix. In the Mix. C'est on va se l'écouter puis on se rejoindra après. Ok. To the H-O-U-S-C, to the A, 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 to the H-O-U-S-C.
In the middle. In the middle. H to the H-O-U-S-C to the H to the H-O-U-S-C to the H to the H-O-U-S-C to the H-O-U-S-C. Rétrologie, on est en 1992, on est revenu 20 ans en arrière. On est avec un immigré italien, qui a fait sa personnalité ici en Belgique. Et je vais dire que c'est un petit peu ton anniversaire, 20 ans, voilà. Un bon anniversaire. Et Merci, et c'est un super bon gentil. anniversaire parce que c'est vrai que, en plus, il faut bien dire que, c'est un immigré aussi qui est notre premier ministre, qui est italien également. Oui, c'est vrai. Ça Luigi fait- Rupo, c'est le premier ministre d'origine italienne. Et voilà. Et en plus, c'est un anniversaire pour moi aussi, parce que bon, il n'est pas seulement italien. Donc, voilà. les gens qui me connaissent comprendront le private joke que je viens de faire là. Voilà. Le tout premier morceau que tu as passé en 1992 à la Chapelle, parce que tu as joué d'abord à la Chapelle, hein, Oui, je pense. tout à fait. Donc, ces moments-là, donc les deals que Stefano il me propose de venir en Belgique et en même temps il me dit, effectivement, déjà à ce moment-là, on s'est quand même rendu compte, même si les marchés étaient encore assez florissants dans un sens, mais bon, la production musicale, ça ne paye pas de manière immédiate. Donc lui, il me propose de pouvoir travailler à la Chapelle parce qu'à ce moment-là, justement, Charles Schilling venait de partir Pour l'Upside, pour travailler en face. en face. Et donc la Chapelle cherchait à disjockey. Oui, oui. Donc rendez-vous avec Vincent Doumen quelques jours avant et pour organiser une soirée d'essai Voilà. le vendredi. dans Pour, lequel- pour bien remettre la situation pour les jeunes qui nous écoutent, à l'époque nous avions 3 discothèques en fait. Il y avait 3 discothèques. Il y avait la Chapelle qui était évidemment l'incontournable Chapelle qu'on connaît encore maintenant. Il y avait l'Upside qui venait d'ouvrir. Oui. Voilà. Et j'étais au Palace Club Oui, à l'époque. le Palace Club. Voilà, oui. Voilà, donc c'était 3 grosses discothèques qui pouvaient contenir plus de 1000 personnes, 1200, Tout à 1500 fait. personnes. Tout à fait. Donc à l'époque il y avait quand même beaucoup de sorteurs à l'époque. hein. oui, Beaucoup de gens qui c'était- sortaient. Ouais. Il y avait une culture du clubbing assez... à différence de maintenant tu as cette manie, cette sensation clubbing dans un certain café où il y a des disjockeys qui passent de la musique. À ce moment-là, pour ce genre de situations, tu avais simplement le club. Donc. Et on va dire aussi qu'en 92, il y a aussi un renouveau charismatique du clubbing, parce que en fait, les gens ne veulent plus d'un clubbing où on passe seulement de la musique, mais où il y a quelque chose qui se passe en plus. Il y a Oui, quelque chose qui se passe en plus, donc il doit y avoir des public relations qui s'occupent, il y a des flyers qui commencent à Oui, se tout à développer, il y a la publicité, il y a des danseurs qui viennent aussi dans certaines discothèques, et ça c'est vraiment les prémices, ça a commencé vraiment en 91, 92. quoi. Tout à fait. Le Outsoon, notamment, est sorti en 92. Le Outsoon est sorti en 92, Oui, donc c'est le le premier premier Outsoon magazine aussi, avec oui. Eric Rosen qui avait encore une bonne idée. Ouais. Eric Rosen qu'on connaît de l'émission Clip Oh là là, je crois, voilà, où il donnait des cours de danse en direct sur RTL à l'époque, pas RTL TVI, hein. Ouais. Avec notre bon vieux Jean-Luc Bertrand, je pense, à l'époque. Ouais. Voilà, donc tu arrives en 92 et arrive, tu dois passer de la musique, mais t'es pas dans ton pays. non, t'es pas avec je le même ne suis public. pas dans mon pays et effectivement, et pas seulement, je ne suis pas dans mon pays et en plus je tombe dans une boîte qui est effectivement la Chapelle que je connaissais un petit peu pour renommer de quelques années avant parce que je veux quand même les citer. Il y avait des organisateurs des soirées, des concerts à la Chapelle qui s'appelaient Pirata Concert. Oui, feu, oui. Donc les paix à son âme, Paix à son âme, Tony D'Agostino, qui Ouais. bon, ils habitaient ses parents, ils habitaient dans le même building que moi en Italie. Donc on se connaissait un petit peu avant et parfois j'avais reçu quelques cassettes à ce D'accord. moment-là que lui il faisait de la Chapelle. Et donc la Chapelle, je me suis retrouvé avec une boîte où effectivement un public particulier, où musicalement c'était aussi particulier, une boîte très très éclectique
où effectivement on passait de tout, donc du rock, du rap, du mais funk. Toujours underground quand même, enfin on va dire pour les jeunes toujours maintenant, underground. Si, c'est vrai. C'était une boîte alternative. On pourrait dire quand même, à la Chapelle, on allait écouter de la musique que dans de boîtes conventionnelles on n'écoutait pas. On n'entendait pas à l'Upside notamment, ni au Palace. Voilà, on avait aussi bien on pouvait écouter aussi bien du George Michael, qu'on pouvait écouter Le Serpent par des percussionnistes, ou bien Pili Pili par des percussionnistes, Nirvana, aussi bien que voilà. Un des morceaux que ça a marqué le plus, c'était Rage Against the Machine. Voilà. C'était, quand tu passais ces genres de morceaux, il y avait une atmosphère très très particulière, quoi. Et donc, effectivement, pour quelqu'un comme moi qui était habitué sur la côte adriatique et au public lui-même aussi, une base au climat, on jouait que de la musique de clubbing un peu plus spécifique. Là-bas, je me suis retrouvé à jouer en boîte, c'est que d'habitude j'ai écouté chez moi. Bah bon. Que c'était pas exactement ce que j'ai pas très dansante en fait. Un peu plus agressif. Voilà, ces moments-là en Italie ont commencé. Le début des années 90, c'était vraiment le boom de la house. C'est ça. De la house américaine chantée avec des arrangements un peu jazz. On sortait un petit peu de la new beat. La new beat belge en Italie a été clairement boycottée. Ah bon? Oui. Ouais. Parce que selon pas mal de gérants de boîtes, c'était une musique qui effectivement amenait un public un petit peu trop drogué. Oui. Donc un public qui se drogue beaucoup, c'est un public qui des conséquences, il ne consomme pas, donc c'est pas bon pour le business. Tout à fait. Et donc il y a eu une fameuse réunion, je me souviens à l'époque, avec les 4-5 boîtes de Rimini qui font vraiment la tendance, où on décidé avec les disjockeys de passer à autre chose pour éviter ce que malgré tout, des années après, on a bien vu les résultats. Aussi en Belgique, je me souviens comme des boîtes, les descentes des flics, problème de drogue, problème d'ordre public tout court, quoi. Est-ce que vous n'avez pas vécu non plus aussi, parce qu'il y avait le côté où c'était l'anti-rêve party. L'anti-rêve party qu'on a connu avec la clause, certaines clauses avec la Dame de Fer, avec un film qui sort prochainement, justement, avec la Dame de Fer qui avait interdit les acid parties, les rêves parties à l'époque. On arrivait vers la fin quand même, en 92, ça commençait un petit peu à se démocratiser, le côté house party, parce qu'il y avait certaines boîtes. Et je ne trouve pas que la Belgique avait son côté, avec le Boccaccio notamment, avec le vaudeville, était vraiment un petit pays, mais où on passait énormément de musique. Carrefour, hein. Voilà. Ouais. La Belgique, personnellement, j'ai toujours considéré comme un pays qui musicalement a toujours été une grande plaque tournante, où il y a beaucoup de choses qui passent. Et bon, pas beaucoup qui restent. Bien sûr. Pas beaucoup qui restent, ou parfois, et ça, je parle ça de manière. Je parle de manière subjective, donc c'est que moi, et vis-à-vis de mes goûts, voilà, il n'y a pas eu vraiment de bonnes choses qui sont restées. Mais fur et à mesure des années, les choses ils sont allés beaucoup mieux, quoi. La Belgique, ça reste quand même aussi encore maintenant un des pays de festivals où on organise des manifestations musicales assez uniques dans la planète. Style Tomorrowland. Tomorrowland, avec voilà, tu peux le dire. En 1992, création du label IDT, du groupe qui a lancé justement la Tomorrowland, mais qui avant ça a lancé les fameux Thunderdome, qui au départ, il faut le savoir, ce sont 3 jeunes étudiants qui ont voulu fêter leur fin d'examen
et qui, en faisant cette soirée, se sont retrouvés avec 12 500 personnes. Et on refait une deuxième l'année suivante qui a cartonné en passant de la musique gabber, donc hardcore, assez agressive, avec un rythme assez soutenu, et qui ont dans la foulée décidé de lancer un album, une compilation du même registre qui a cartonné, qui a été vendu directement à plus d'1 million d'exemplaires. C'est quand même énorme. Et puis ensuite, ils ont lancé tout ce qu'on connaît, les fameuses Sensation White, la Tomorrowland. Enfin bon, n'en parlons pas. IDT, c'est un monument. On va dire que c'est des punks ou des gens voilà, comme le créateur de Facebook. Voilà, on peut pas dire les marques normalement, mais voilà, je le dis quand même. Réseau social. Ils ont créé Tiesto. Tiesto, c'est quelque chose de fabuleux. IDT, quoi. Donc, bon. Fait. Même si moi, ces genres de compilation, personnellement, j'ai attrapé les boutons. Mais est-ce que justement, c'est parce que j'en venais avant, c'est parce que les gens en avaient marre du clubbing tout simple, il leur fallait quelque chose en plus. Et ce que AD&T leur a proposé, c'est justement des danseurs, des jeux de lumière extraordinaires, du show, des choses qu'on leur apportait en plus parce que les gens avaient besoin qu'on les prenne en main et qu'on les dirige vers quelque chose qu'ils ne connaissaient pas encore. On a beaucoup travaillé sur la déco. Vers la déco, vers la house. Il faut quand même reconnaître qu'ils sont des grands professionnels, encore maintenant. Chaque année, ils ont mis toujours la barre très très haut par rapport à ça. Maintenant, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, maintenant, à l'âge que j'ai, ça m'amuse plus vraiment d'être dans un truc avec 30 40 000 personnes. Je préfère un club de 200, 300 personnes, mais je peux comprendre tout à fait une génération de jeunes qui puissent bien prendre leurs pieds dans des situations pareilles. Voilà. Et puis ton premier morceau, évidemment, on y revient. Ton premier morceau que tu as passé à la chapelle. Le tout premier morceau que j'ai passé à la chapelle, c'était un résultat inespéré parce que je pourrais dire que rien que les premiers morceaux que j'ai passés à la chapelle, j'ai mis un petit peu tout le monde d'accord et on a dit c'est lui. C'est lui qu'il faut. Allez. Mais on ne sait toujours pas le morceau. C'était Just a Funk, Say It Again. Ah, bien sûr, oui, voilà. On s'écoute ? Bien sûr. Magnifique.
1992, c'est Rétrologie. On est revenu 20 ans en arrière avec, j'allais dire un petit Italien, mais qui fait des choses à la grande, comme l'aurait. avec un morceau qui s'appelle, qui s'appelle le titre du morceau qu'on vient d'écouter. Just a Funk, Say It Again. Voilà. Et parce qu'il y a une petite anecdote aussi, c'est vrai que il fallait dire que quand Stefano Pagani est arrivé à la chapelle, c'était comme E.T. en fait. Voilà. On va dire E.T. est arrivé à la chapelle parce que Stefano faisait des choses à la grande, il faisait des choses extraordinaires, c'est vrai. Ouais. Et, enfin, il pouvait faire des choses, je pourrais le dire en ballon, mais ce serait vraiment débile. Il étranglerait une poule sans la faire crier, tu vois, tellement il avait la tchatch vraiment de l'italien pur. C'était un grand passionné. Un grand passionné, voilà. Et alors il arrivait derrière le disco bar après Bernard de Bel Air, ou même encore après Charles qui était encore plus grand, et on entendait de la musique qui avait changé carrément, vraiment, parce que c'était la musique qui venait d'autre part, voilà, pour la plupart des gens. Oui, après Success and the Banshees, ou bien voilà, paf, monsieur Paganelli était là, il commençait, et on se disait, qu'est-ce qu'il y a en fait, qu'est-ce qui se passe? On me racontait qu'il y avait des gens qui commençaient à venir à la chapelle après une certaine heure. Parce que la musique il changeait et que c'était lui donc qui prenait un petit peu. C'était ça amusant parce qu'on ne voyait pas derrière le disco bar. Ah non, ça. Parce que c'est-à-dire que après un Charles Schillings évidemment qui est assez grand, voilà, mais lui on ne voyait pas derrière le disco bar. On se disait qu'est-ce qu'il y a? Il y a un CD qui tourne. Je donnais encore plus l'effet extraterrestre. Extraterrestre. On est en 1992. Vincenzo vient de débarquer en Belgique. Et là, pendant ce temps-là, il est pas bien, quoi. Il est pas bien. En France. Je me prends dans la gueule, quoi. Daft Punk est créé en 1992. Et à cette époque-là, il faisait encore de la musique. Ça, c'est méchant, ça. Hein. C'est pas méchant, c'est réaliste. D'ailleurs, on parlera de ce morceau de Daft Punk. Voilà. Essayer de le retrouver. On avait dit que c'était Revolution, mais non, c'est pas. Non, c'est un autre. Daft Punk commence sur un label italien, encore une fois. Oui, c'était sur UMM, Underground Music Movement, label de Angelo Tardio. Angelo Tardio, évidemment, c'est sûrement pas norvégien. Non. Et je me souviens, en fait, moi j'aimerais savoir, c'est que j'achetais beaucoup de disques qui étaient sortis en Italie, et c'était les seuls disques que tu reconnaissais parce qu'il y avait un petit cachet dessus. Oui, c'était. Pourquoi c'était petit cachet C'était la CIA. Et la CIA, c'est un petit peu l'équivalent de la SABAM. Mais ils contrôlaient tous les disques comme ça, au fur et à mesure, parce que tu sais bien les Italiens, hein, bon. Ils contrôlaient ce qu'ils on déclare 300 000 disques. Mais c'était vraiment un cachet fait à la main. On aurait dit vraiment un cachet fait à la main. Mais c'était une espèce de... Oui, c'est un petit autocollant qui, apparemment, dans certaines maisons de pressage, ils étaient obligés de mettre dans chaque copie. En plus, comme les capsules sur les bouteilles de vin en France. Quoi. C'est ça, quoi. Ouais, voilà. Ça, je m'en souviens toujours, et je vois toujours les Italiens avec ce petit cachet ou ce petit quelque chose comme ça. Donc, c'était pour déclarer, en fait, les sorties à l'époque. Parce en tout cas, les sorties officielles, quoi. Hein, parce que, les sorties officielles, non officielles, t'as vécu ça, en fait, évidemment. Oui. T'as vécu ça énormément, parce qu'à l'époque, il y avait énormément de producteurs qui étaient à la recherche de nouveaux morceaux. De recherche pour devenir millionnaire, aussi bien milliardaire comme celui qui a fait les Tony Limited ou bien que celui qui a fait Technotronic. Jean-Paul Decoster, effectivement, c'était, je pense que c'est un des Belges qui a marqué quand même l'époque des années 90, surtout avec l'Eurodance. Moi, j'ai commencé en Italie avec un groupe aussi qu'à un moment donné, j'ai eu l'honneur de pouvoir travailler avec, qui ont aussi vendu des millions de disques dans le monde entier. C'était les Black Box. Ah, Black Box, oui. Black Box. Right on Time. Voilà, Right on Time, leur premier single. T'imagines, cette single-là, numéro 1 en Angleterre, 600 000 maxi vendus. C'est qu'aujourd'hui, en Angleterre, pour être numéro 1, t'en vends même pas 100 000. Et oui. Je vais faire aussi parce que tu viens de me faire un petit clin d'œil comme ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait un magasin de disques et alors un petit clin d'œil, c'était un magasin de disques qui était comme ça
galerie. Galerie de l'Opéra. Galerie de l'Opéra. Et on s'était à l'extérieur, comme c'est un type qui était quand même un petit peu infâme. Et il y a une bonne femme qui était là derrière, qui tenait le magasin. Maxime. Et qu'on appelait Maxi. C'est fabuleux quand même. Tout à fait. Voilà. Un petit clin d'œil à elle aussi. Parce d'ailleurs, je lui envoie un grand bisou. Voilà. C'était quelqu'un de très très chouette et je garde un très beau souvenir. Extraordinaire. Je l'ai rencontré dernièrement. C'était génial. Si on s'écoutait Black Box, vous en pensez? Avec plaisir. Allez hop.
Nous sommes en 1992, c'est quoi oui. C'était inévitable. C'était inévitable, c'est le fou rire inévitable à toutes les émissions. Et en fait, en 1992, pendant que certains fredonnent Suzette de Danny Briand, tu vois, oui, Suzette de Danny Briand, ou bien Petite Marie de Francis Cabrel, oh là là, j'arriverai jamais à le dire, Francis Cabrel, voilà, Petite Marie, voilà. Et puis on avait évidemment des gens qui nous balançaient tout le temps, dès qu'ils avaient pris quelque chose. Je n'ai pas d'amis comme toi, voilà, c'était Stéphane Esser à l'époque. Combien de temps encore un petit peu en avant. On est en 1992 et on a ici un disjockey qui nous vient d'Italie, qui est en 1992 et qui prend vraiment une marche différente parce que il faut quand même savoir le faire quand même, hein, parce que à ce moment-là tu parles pas spécialement bien le français. Non, c'est vrai. Voilà. La seule chance que j'ai eue, c'est que malgré tout, j'ai été toujours entouré des Belges, donc... La scène liégeoise. La scène liégeoise. Oui. Les Belges sont vraiment habitués aux Italiens, déjà. Oui, parce que effectivement, j'ai quand même remarqué que quand je suis venu à Liège, j'étais pas le seul. Hein, En effet. mais j'ai toujours fréquenté des Belges, plus de Belges que des Italiens, qui a fait en sorte aussi que mon français a pu évoluer un peu plus vite que de ce qu'on aurait pu imaginer. Et c'était une chouette expérience aussi, voilà, rencontrer Kozak les dimanches à la Mama. Ah ouais, c'était autre chose, c'était quelque chose. Il y avait aussi quelqu'un qui officiait sur une radio nationale, dont on a parlé tout à l'heure hors antenne, voilà. Oui. Voilà. Qui passait quand même pas mal de choses. Je ne sais plus. Est-ce que c'était le samedi soir sur l'antenne? Il passait chaque fois des choses. Où là j'avais découvert Gypsy Woman, Crystal Waters et des choses comme ça. Et alors chaque fois on avait envie d'aller justement à ce magasin de disques et demander mais on a envie de ce disque-là, et il ne sortait pas avant 2 ou 3 mois parce qu'on n'avait pas l'occasion de télécharger en MP3 comme maintenant. Alors à ce moment-là, avoir des disques le moment qu'il fallait, c'est clair que c'était pas facile, surtout à Liège, qu'effectivement à niveau des disquaires ils étaient un petit peu nulle part. Il y avait 1 ou 2 disquaires qui avaient un petit peu d'importation, c'était les seules sources d'information qu'on peut dire pour les DJs locaux, sauf aussi ces moments-là que d'ailleurs moi personnellement j'ai fait quand même de tout de suite. J'allais parfois à Anvers aussi. On allait chez Kuni, chez US Import. Oui, en fait, à l'époque. Et pour vous situer aussi, chez US Import, ils étaient très intelligents. Parce qu'en fait, il y avait plusieurs disjockeys qui se trouvaient à un disco-bar, comme ça. Et tu avais 2 personnes qui passaient des disques, comme ça, après nous. Mais alors, des fois, ils en avaient qu'un exemplaire, 2 exemplaires ou 3 exemplaires. Voilà, c'était. Et on levait la main quand on avait envie d'avoir le disque. Il passait une partie, quoi. Et alors, je m'est arrivé de rentrer avec des merdes, mon ami. Parce qu'en fait, ils savaient quelle partie était bonne, quoi. Et donc la partie était super bonne, on levait la main, on achetait le disque, et puis quand on rentrait chez soi, bonne blague, évidemment, le reste c'était de la dope, quoi. Ça, on y est passé un peu tous, hein. Voilà. Il y avait aussi ce moment-là une tactique de vente. Voilà. Parce qu'il y en avait qui sortaient, en fait. En 92, il y avait beaucoup de choses qui sont sorties. Est-ce que tu as encore des titres comme ça qui te viennent en tête de choses qui sont sorties à l'époque? Il y avait énormément de labels aussi, et des sous-labels, parce que tout le monde voulait faire fortune avec ces sous-labels, voilà. Mais notamment, tu as travaillé quand même avec News, Hunter Solbray, Banzai, The Lex, etc. Oui, ça c'était juste un peu après. Au départ, toutes mes productions, évidemment, SPM. Il sortait dans SPM Dance Division, notamment ma toute première sortie officielle qui s'appelait Club XXX, que c'était le nom des soirées que Stefix faisait au Vaudeville, à Bruxelles. Galerie de la Reine, Stefix. Un petit mot du vaudeville? Ben si, vaudeville. Le vaudeville, c'était ce moment-là l'endroit où je pouvais m'épanouir
un niveau Parce que c'était musical. Parce que c'était gay, Voilà. et ce moment-là, j'ai joué de la musique pour des gays. Donc, Assez open. oui, mais c'était, voilà, mon bagage musical, à ce moment-là, je débarque d'Italie, j'arrive en Belgique, surtout Liège. Liège avait une empreinte assez techno, un peu dure. Tout à fait hardcore. Oui, de bonsaï, l'hardcore, etc. voilà. Bonsaï, régné, souverain. Tout à fait. Et souvent par rapport aux jeunes, parce que les plus anciens, ceux qui ont vraiment pris la house d'origine, on va parler des gens comme Bernard de Belair, qui ont essayé. Bernard, oui, c'est un peu après. Il y a eu Charles Sinnings. Charles, oui, Charles Charles d'ailleurs était parti de la chapelle pour aller jouer à l'Upside, justement parce qu'il avait décidé, entre guillemets, de faire un choix musical que la chapelle même, par rapport à l'image que la boîte même avait, il ne pouvait pas faire, quoi. Donc Charles, pour jouer la musique qu'il avait envie de jouer, a dû changer de boîte. Le seul problème qu'il y avait à ce moment-là, c'est que malgré tout, ce n'était pas encore un phénomène de masse. Autant que la musique de bonsaï chez les jeunes, mais il en était. Il en était. Oui, il en était. Et donc, oui, j'ai toujours répété l'expression que j'étais une mouche blanche parmi plein de mouches noires. Bien sûr. Alors bonsaï est resté un phénomène de mode qui a cartonné pendant quelques années et la house a perduré. Et d'ailleurs, les titres même de l'époque sont toujours, on va dire, incontournables. Et on peut voir aussi qu'à un moment donné, bonsaï est vraiment retombé comme un gros flanc, évidemment, parce que bonsaï, c'était comme deux personnes qui faisaient de la musique et qui prenaient uniquement des disques jockeys en leur disant, voilà, tu vas essayer de faire un disque, mais ils ne foutaient rien du tout. En fait, ils mettaient juste leur nom dessus, et les royalties allaient évidemment chez bonsaï. Et c'était, je ne sais plus comment ça s'appelait. Non, c'était oui, il y avait deux personnes. Il y avait Stephenson et voilà. Et encore quelqu'un. Jones. Oui. Voilà, oui, c'est ça. C'est vrai. Jones. Non, c'était pas justement. Frankie Jones a fait partie de la famille. Il a fait partie de la famille. Et il a pris son nom par rapport à un grand disc jockey new-yorkais du Queens qui s'appelait Frankie Bones. Exactement. Oui. Voilà, Frankie Bones qui était un des meilleurs amis de Costantino, Mixmaster. Oui, mais de Stefano Paganelli. Mais non, mais de Joey Beltram. Oui, Joey Beltram. Ah oui, bien sûr, oui, avec New Groove. Là, tu m'en apprends une, quoi. Si, c'est que t'as mis avec Joey Beltram, avec Adam X et ce genre de personnes qui faisaient un techno un peu beaucoup plus dur parce qu'ils venaient du Queens. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait par rapport aux régions, par rapport à la qualité de la région, par rapport au soleil, par rapport aux régions minières, on avait vraiment une différence de musique électronique. Oui. Voilà. Les climats, j'ai trouvé même des années passées quand j'ai fait ma tournée avec Corona, laquelle j'ai un peu tourné l'Europe, un petit peu de large et de long. Effectivement, là j'ai vraiment touché avec main cette sensation que effectivement la musique à Stockholm ou à Marrakech, ce n'est pas la même chose. C'est jamais la même chose, non. Et le change progressivement avec les climats et l'état d'esprit. Et c'était constructif. À Marrakech, tu avais quand même que des touristes, en fait. Marrakech... Ça bouge, paraît-il, pas mal. Marrakech, c'était une ville... Mais les Maroc tout court, c'était étonnant. Ils sont très ouverts, par rapport au étonnant. C'est un pays qui se ouvre énormément depuis pas mal d'années, où il y a maintenant aussi pas mal de personnages dans la scène électronique internationale. DJ Mehdi, etc. Oui, bien sûr. Qui y vont. Mais effectivement, la musique qui ont passé au Maroc, c'était avec, comment dire, musicalement, ils étaient un petit peu plus riches dans les percussions, c'était plus festif. Oui. On va dire, c'est pas pour rien. Et voilà, à Stockholm, c'était plus électro, plus froid. C'est paradoxal de dire, mais je trouve que les climats influent beaucoup
vraiment aux tendances. Je ne vois pas une boîte en plein air en été qui fait 35 degrés, qui joue de la minimale. Ça... Bien sûr, bien sûr. Donc Ibiza, ou l'Italie même, ou la Grèce, la Turquie, c'est des pays qui sont fort influencés par rapport à leur climat. Les gens ont une autre approche avec la musique. Tout à fait. Voilà. Et à cette époque-là, on avait une approche qui nous venait de partout parce qu'on n'avait pas assez de disques pour jouer toute une soirée, évidemment. Non. Donc on devait, enfin, nous les vrais disques qui jouions toute une soirée, on avait l'occasion de passer de la musique de Manchester, de la musique de Détroit, de la musique d'Italie, avec UMM, avec beaucoup d'autres labels, avec pas mal de choses. La musique allemande, et puis il y avait la musique d'ID&D, comme on dit, hein, c'est vrai. Tout à fait. On va s'écouter un truc et puis on se retrouve pour la dernière partie. Ok. À partir. Rétrologie, nous sommes en 1992 et pendant que
Khalid, Didi. Tu te rappelles Didi, voilà, il est en train de chanter ça puisqu'on parlait évidemment du Maroc. Du Maroc. En tout cas, c'était pas loin. C'était pas très loin. Algérien. C'est vrai. Et que Jordi est en train de dire qu'il est dur d'être un bébé. Et c'est dur qu'en faire de la musique électronique. À ce moment-là, il y a un groupe qui se sépare parce qu'en fait, voilà, ils ont décidé de reprendre des nouveaux, quoi. Ils refont un nouveau truc après avoir fait You Got the Power et ce genre de choses. Ils refont un nouveau maxi qui va être un carton international. Ça s'appelle Rhythm is a Dancer et on appelle ça Snap évidemment. Voilà. Et nous sommes en 1992 toujours pour être le si. Voilà. Qu'est-ce qu'on a joué ça, Phil? Et qu'est-ce qu'on joue encore maintenant? Voilà. Et c'est assez paradoxal parce qu'en fait le mec a viré carrément son chanteur et parce qu'il voulait plus d'argent. Il voulait plus d'argent pour continuer à faire. On avait connu You Got the Power il y avait d'autres aussi. Il y avait Upsap. Oui. Aussi. Ouais. Et l'autre c'est où? Ah oui, c'est Zumba et Zumba est terrible. Voilà. Et alors à ce moment-là, l'autre, ils vont se planter carrément. Non, ils nous sortent Rhythm is a Dancer. Voilà. Magnifique, on s'écoutera tout à l'heure. Ouais. Oui, ça c'était un morceau que paradoxalement, malgré déjà ce moment-là, ils avaient un petit peu une influence très des années 80, ces morceaux-là. Très années 80. Ouais. Et très basé sur le James Spoon aussi, qui vont être des grands acteurs en 1992. Oui, après eux, ils vont aussi effectivement avoir un gros rôle dans la musique électronique. Ouais. Mais oui, surtout qu'ils se sont retrouvés vraiment numéro 1 du hit parade pendant 6 semaines. À l'été à l'automne 92, classé pendant 24 semaines. Donc c'est pas rien du tout. Hein. C'est rien du tout. Hein. Alors, j'aurais bien voulu être le producteur de ça. C'est d'office. En fait, moi je te remercie d'être venu pour cette émission Rétrologie. Merci à vous, Phil, c'est toujours un plaisir. T'as encore des petites anecdotes pour 1992? C'est un morceau ou deux? Qu'est-ce qu'il y a eu encore ce moment-là? Moby, évidemment. Et Prodigy avec leur album Experience. Voilà. Tout à fait. Ouais. C'était son premier album où il s'est vraiment identifié, qu'il a pris un filon qu'il a rendu après international. Moi je connaissais Prodigy avec des morceaux avant qui Everybody in the Place. Oui, un petit peu, voilà, des trucs un petit peu dance floor, techno. Mais oui, c'est ce moment-là avait vraiment fait une choix bien plus précise qu'il a rendu mondialement connu et qui encore aujourd'hui ça reste le Prodigy. Voilà, on se quitte avec quelques morceaux. Merci Vincenzo. Merci à vous, merci Stéphane. Et maintenant on te connaît sous Da Vinci Code évidemment. Hein. Oui, maintenant vu que je suis naturalisé belge, donc je m'appelle Da Vinci Code. Et que tu n'es plus tout seul, tu as une famille ici. Là, oui. Ah oui, là. Oh, tu as fait des choses. Désormais, je suis liégeois. Hein. Je me sens liégeois autant que les autres. Je dirais même que pour les Italiens, je suis devenu belge. Donc, voilà. Voilà, la boucle est bouclée. Voilà. Pour beaucoup de choses. Hein. Sans être mineur. Hein, c'est vrai. Sans être mineur. Ah oui. Tout à fait. Toujours majeur et vacciné. Voilà. 1992 Rétrologie, on va se quitter avec plein de musique. Voilà. 1992 et notamment Rhythm is a Dancer parce que c'était quand même The Tube, Snap. Oui. Au revoir les amis. Au revoir. Ciao.
Rhythm is a dancer. Rhythm is a dancer, it's a soul's companion. People feel it everywhere. Lift your hands and voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. Oh, it's a passion. Oh, you can feel it, yeah. It's a passion. Rhythm, you can feel it, people feel it. Rhythm, rhythm is a dancer. Rhythm, you can feel it, people